Qui suis-je? Comment je fonctionne? Quels sont mes rêves? Quelle estime de moi ai-je? Voilà quelques-unes des questions que Pierre Monfray a posées à nos élèves de seconde ce lundi. Chaque classe a pu passer ou passera d'ici demain 1h30 avec le spécialiste des questions d'orientation. L'objectif étant bien de les aiguiller vers un questionnement clair sur leur projet. Durant ces temps de rencontre, les élèves ont pu travailler individuellement et collectivement pour commencer à déterminer leurs principaux traits de personnalité. Cette entrée en matière se poursuivra tout au long de l'année de seconde puis du lycée avec l'aide des professeurs principaux. Des professeurs qui ont pu suivre ce lundi une matinée de formation sur le fonctionnement de l'orientation, mais aussi de l'adolescent. Le message de Pierre Monfray est clair, l'orientation est bien le travail et le choix de l'élève. Les professeurs et les parents sont là pour accompagner et aider. Une parole qui sera à coup sûr répétée dans quelques instants lors de cette grande soirée spéciale sur l'orientation que nous vous proposons en direct. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir en direct de mon bureau pour une soirée un petit peu particulière avec un dispositif inédit consacré au thème de l'orientation. L'orientation, c'est un sujet partagé, un sujet sérieux qui peut parfois inquiéter parents comme élèves, mais qui n'est pas un sujet grave quand il est bien préparé. Ce vaste sujet de l'orientation est traité dans un ensemble scolaire comme le nôtre tout au long de la scolarité des élèves, par les professeurs principaux, par des personnes ressources, mais aussi par l'éclairage de certains temps forts comme celui qui est préparé ce soir. De quoi permettre aux élèves de construire progressivement leur projet. L'actualité sanitaire a un peu changé l'organisation prévue initialement et nous inaugurons ce soir une conférence de grande ampleur, à distance, avec des centaines de connexions prévues pour accueillir les propos de M. Monfray, spécialiste du sujet que je laisserai se présenter. Cette conférence sera complétée au lycée par un forum sous une forme à distance, contrairement aussi à ce que nous avons prévu au départ, le 5 décembre prochain. Alors je remercie bien sûr tous ceux qui ont rendu cette initiative technologique possible. Je vous souhaite une très bonne soirée, mais avant, quelques consignes concernant l'organisation pratique de ce soir. Bonjour à toutes et à tous, comme Jérémy Torrezan, directeur général de l'institution, vient de vous le dire, cette conférence est un dispositif absolument inédit, 100% en distanciel et en direct sur la chaîne YouTube de l'institution Robin. La magie d'Internet et des contraintes techniques nous a rattrapés ce lundi soir et nous n'avons pas pu diffuser dans des conditions optimales ce temps fort sur les questions d'orientation. Nous en sommes très sincèrement désolés. Mais nous tenions à vous offrir cette conférence, à vous offrir les conseils de Pierre Monfray. C'est pourquoi nos équipes ont redoublé d'efforts durant toute la nuit et pour vous proposer ce rendez-vous cet après-midi à 15 h, puis ensuite en replay et à votre disposition à n'importe quelle heure. Et dès demain, jour férié, vous pourrez revoir cette conférence. Nous voulons remercier très sincèrement Pierre Monfray pour sa très grande disponibilité et son adaptabilité face à nos contraintes techniques. Merci également à vous qui avez été extrêmement nombreux à nous témoigner tout au long de la soirée d'hier votre soutien face aux incidents techniques que nous avons pu rencontrer. Nous y voilà donc, nous sommes cette fois en direct et nous sommes bien présents, cette conférence va pouvoir avoir lieu. Nous avons déjà récolté des questions de parents via nos réseaux sociaux, mais vous pouvez, vous aussi qui êtes connectés en direct, nous poser vos questions, soit sur le chat YouTube, soit sur nos réseaux sociaux, et nous nous en ferons les porte-paroles à 3 moments de la conférence que va maintenant nous proposer Pierre Monfray. Nous sommes partis pour 1h15 de direct sur cette délicate question de l'orientation. Encore merci à toutes et à tous de votre présence et place aux spécialistes. Pierre Monfray, c'est à vous. Bien, bonjour. Donc effectivement, on va essayer de reprendre la conférence qui était prévue sur cette question importante, comment accompagner son enfant dans la construction de ses projets d'orientation. C'est une question importante pour des parents, une question importante surtout pour les élèves et les jeunes, que j'ai pu voir hier et aujourd'hui à Robin, et j'ai trouvé des jeunes de seconde particulièrement intéressés par la question que je leur ai posée, sur laquelle on a travaillé aujourd'hui et hier soir, qui était sur leur personnalité, avec des jeunes d'une grande diversité,
très intéressés à découvrir un peu, tout à fait un début, de qui ils étaient pour pouvoir se lancer dans un projet d'orientation. Donc je vais essayer de vous présenter le fruit peut-être d'un travail que je mène depuis longtemps, de rencontres depuis une quinzaine d'années avec des élèves et des établissements sur cette question-là de l'orientation, et vous proposer une approche un peu différente, nouvelle, qui nous vient essentiellement du Canada, et qui est une approche différente de celle que nous avions jusqu'alors de l'orientation, qui était plutôt une espèce de but à atteindre. Il fallait trouver des projets d'orientation pour ces enfants, ou il fallait que les enfants trouvent des projets d'orientation, alors qu'aujourd'hui on est beaucoup plus sur une démarche qui est fondée sur acquérir des compétences. Il s'agit que les jeunes d'aujourd'hui puissent rapidement ou tout au long de leur formation acquérir petit à petit des moyens qui leur permettent de faire eux-mêmes, de construire eux-mêmes leur choix d'orientation. Et on est vraiment sur une approche plus centrée sur l'élève que centrée sur les conseils extérieurs qu'on peut porter. C'est pour ça que le titre de la conférence est « Accompagner l'enfant », donc pour que les parents et les enseignants, que j'ai rencontrés aussi hier, soient dans cette démarche-là d'accompagnement sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose de travailler en 3 temps, de vous permettre à la fois, enfin c'est surtout d'essayer de construire avec vous une culture commune que vous allez partager avec les enseignants de l'établissement. C'est-à-dire que si vous vous entendez, parce que vous parlez à peu près de la même chose, parce qu'on a à peu près la même manière de se représenter l'orientation, ça peut faciliter le travail de communication avec les enseignants, avec les enfants, et donc finalement être beaucoup plus efficace. Donc 3 questions en fait. Comment les élèves font leur choix d'orientation, pour essayer de comprendre que c'est une situation. La décision d'orientation est difficile, notamment pour les jeunes, et on essaiera de voir pour quelles raisons c'est difficile pour eux. Ensuite, deuxième point, voir comment, en tant que parent, vous pouvez les accompagner. C'est plutôt une réflexion autour de la posture que les parents peuvent prendre envers les enfants, et l'expérience que j'ai depuis maintenant quelques années de cette question-là, de la posture des parents devant les choix d'orientation de leurs enfants, ce n'est pas une question secondaire. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Il est important de trouver un juste milieu entre la légitime inquiétude des parents quant aux choix que peuvent faire leurs enfants, et en même temps le désir d'autonomie de cela et de prendre des décisions qui les concernent avant tout. Donc on essaiera de voir comment on peut aborder cette question-là. Et puis en troisième et en dernier point, de quels outils vous pourriez disposer pour les accompagner. Et donc je vous proposerai de manière très sommaire, pour pas que ça dure trop longtemps, quelques outils faciles d'accès qui vous permettront effectivement de suivre avec eux, peut-être, et de répondre avec eux aux questions qui peuvent se poser, et d'être à leur côté pour un peu les orienter, les guider lorsqu'ils hésitent un peu sur telle ou telle réponse qu'ils cherchent. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec une première question. Comment les jeunes font-ils leur choix d'orientation? Donc, j'aime bien la phrase que je vous propose de Grégoire de Nice. Chercher n'est pas une chose et trouver une autre, mais le gain de la recherche, c'est la recherche elle-même. Et c'est cette démarche-là qui est intéressante aujourd'hui, c'est-à-dire, trop souvent, enfin, quand moi j'étais jeune, évidemment ça remonte un peu, mais quand j'étais jeune, on avait tendance à vous dire on va vous orienter, et donc déjà c'était pas très bon signe quand on vous disait qu'on allait vous orienter, mais c'était comme si on avait un but à trouver ou un objet à trouver. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette démarche. La démarche c'est plutôt de voir où on peut trouver l'information, quelle information on cherche exactement. C'est à cela qu'on va essayer de former les élèves, et donc c'est dans cet accompagnement-là que vous pouvez vous situer. Alors, la principale question qui est souvent posée, puis je vois que dans les questions que les parents ont posées hier et qu'on va reprendre tout à l'heure, il y a souvent celle-là de cette difficulté qu'ont les jeunes à faire des choix. En disant ils ne savent pas choisir, ou ils ont du mal à choisir. Ce matin, par exemple, j'ai posé la question aux élèves de seconde en leur demandant qui avait déjà un projet professionnel ou de formation. Alors il y a un certain nombre d'élèves, selon les classes d'ailleurs, parfois beaucoup, parfois peu, mais aussi beaucoup d'élèves qui n'ont absolument aucune idée, et ce qui est tout à fait normal, donc il faut les rassurer là-dessus. En seconde, en troisième, il est normal
qu'on n'ait pas de projet, parce que la projection à long terme est compliquée. On va essayer d'expliquer pourquoi. Les choix d'orientation sont difficiles à faire. On va reprendre ce point. Pourquoi ils sont si difficiles à faire? D'abord parce que les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des contraintes anxiogènes pour eux. Ces contraintes, elles relèvent d'un contexte économique, social, donc ils ne sont pas complètement extraits de ce contexte, même si en troisième, c'est quand même un peu loin de leurs préoccupations, ça l'est beaucoup moins quand ils arrivent en première ou en terminale, donc ce contexte-là les gêne. Et puis la deuxième raison, qui est très importante aussi, c'est que ce sont des adolescents et donc des adultes en construction, et ça représente aussi un enjeu. Alors, reprenons sur le contexte, voilà, c'est une question, ils entendent dans le monde économique et social dans lequel ils vivent, et qu'est-ce qu'ils voient en premier? C'est que l'environnement professionnel est relativement instable et qui peut être perçu par eux comme insécurisant. En fait, les réflexions que l'on a souvent de la part des élèves, c'est de dire oui, ils vont me proposer de faire tel type de formation, mais en fait, moi je sais bien parce que j'ai un cousin qui lui a fait une formation supérieure et puis qui finalement se retrouve, en caricaturant à peine, chez McDonald's pour servir des sandwichs, donc je ne vois pas trop l'intérêt de faire des études longues, ou bien alors il y a bien telle étude effectivement ou telle formation qui est possible, mais enfin il n'y a pas beaucoup de débouchés, donc il y a une forme d'insécurité qui est liée voilà, à ce qu'ils voient, hein, beaucoup de chômage ici, de la précarité par là, donc évidemment c'est pas incitatif, et ça représente pour eux un enjeu important, enfin une source d'inquiétude importante. La deuxième raison, et celle-là elle est beaucoup plus récente, c'est qu'en fait l'offre de formation, aussi bien au lycée qu'ensuite en post-baccalauréat, c'est énormément complexifié. Et donc pour les jeunes, c'est beaucoup plus difficile de se repérer, pour les parents encore plus, donc de se repérer dans cette offre foisonnante. Si l'on prend quelques exemples, si vous aurez probablement la possibilité de voir ça, vous pouvez acheter chaque année dans n'importe quelle presse, vous pouvez acheter les petits recueils au NICEP des écoles de commerce, par exemple. Vous verrez la foison d'écoles de commerce qui sont présentées, avec énormément de possibilités d'accès, c'est compliqué de s'y retrouver. Le livret concernant les écoles d'ingénieurs est encore plus gros que celui des écoles de commerce, avec des centaines d'écoles d'ingénieurs qui existent. Donc comment se repérer là-dedans? Si vous voulez aller à l'université, vous avez des voies dans toutes les directions, parfois des sous-options, pas d'options, donc c'est très difficile. Et cette complexité-là a tendance à s'accentuer parce qu'en fait, du fait de l'autonomisation des universités, chaque établissement cherche un peu à se construire une espèce de petite filière qui lui serait personnelle et qui complique le choix. Donc déjà, c'est une difficulté pour les jeunes, c'est une difficulté pour les parents. Et puis en plus, les filières d'aujourd'hui sont de plus en plus sélectives, parce qu'il y a énormément chaque année, vous voyez, au mois de juin, de juillet, quand il y a les résultats Parcoursup, on voit tout de suite ces difficultés. C'est-à-dire que mes enfants n'ont pas été inscrits dans la formation qui les intéressait, ils n'ont pas été pris dans telle filière qu'ils avaient choisie, par manque de place, par défaut d'information, par inadaptation du dossier. Bref, donc il y a des sélections qui existent, elles ne sont pas toujours construites de manière volontaire par les établissements supérieurs, mais c'est que simplement ils ont un nombre de places limité et qu'ils ne peuvent pas faire face à la demande, donc ils sont obligés de proposer, de trouver des biais de sélection, et évidemment les élèves en sont un peu les victimes. Donc il faut le préparer un peu à l'avance, Dieu merci, on verra tout à l'heure, il existe des moyens de se prémunir contre ces risques-là. Troisième raison de contexte, c'est la réforme qui porte aussi sur la formation secondaire. Et donc là, ces formations secondaires, aujourd'hui en seconde, première et terminale, viennent de changer puisque vous avez un baccalauréat 2021 donc, qui est nouveau, avec des enseignements de spécialité, une diversité plus grande, un choix plus ouvert pour les jeunes, et puis les formations d'enseignement technologique qui sont aussi plus importantes, et les formations professionnelles qui ont changé de forme et qui permettent à des jeunes qui étaient peut-être plus fragiles, qui auraient été plus fragiles dans une formation d'enseignement général, de trouver un débouché valorisant dans une formation professionnelle. Et donc cela rajoute en complexité, donc effectivement ça peut être difficile. Donc pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ont-ils plus de mal à faire des choix plus tôt? C'est pour ces trois raisons, un contexte anxiogène, une complexité nouvelle du supérieur et des changements radicaux dans les voies d'accès. Mais alors en plus, ça vient se superposer à une situation, enfin un état de ces enfants
qui sont des adolescents, c'est-à-dire des adultes en mutation, des adultes en construction, et ces adultes en construction, eh bien voilà, il y a une question d'identification, d'identité, pardon, qui doit se construire, qui prend un certain temps, qui ne peut pas être réalisé en sortie de troisième, évidemment, mais dont les problématiques peuvent se retrouver plus tard. Ce matin, par exemple, on travaillait justement sur l'identification de la personnalité pour les élèves, et il y avait quelques élèves, certains élèves qui ont du mal avec cette question-là. C'est-à-dire, quand on leur pose, alors pas sans leur poser la question comme ça, mais quand on leur demande de se définir, qui ils sont, est-ce qu'ils peuvent donner un sens à ce qu'ils sont, c'est une question compliquée pour eux. Et c'est une question compliquée parce qu'évidemment, ils sont en pleine construction de cette identité, elle va prendre du temps, elle ne va pas s'arrêter à 18 ans, elle continuera après, donc on peut avoir des situations complexes. Et puis parce qu'ils sont aussi en construction par rapport à la famille. Et qu'est-ce que c'est qu'un adolescent? C'est un jeune qui cherche à sortir de sa situation d'enfant pour aller vers une autonomie nouvelle. Et donc l'autonomie, évidemment, ça peut représenter, cette phase d'autonomisation, elle peut représenter un enjeu important, précisément au moment des choix d'orientation, puisque voilà, il va falloir discuter avec sa famille, on a peut-être un désir en tant qu'enfant, qui n'est pas nécessairement celui de la famille. Et comment on va faire prévaloir l'un sur l'autre, est-ce qu'il doit y avoir d'ailleurs un qui prévaut sur l'autre, et comment on va négocier cette situation qui est à la fois de la responsabilité des parents d'accompagner leurs enfants du mieux qu'ils le peuvent, et en même temps, tout en même temps, respectant le désir d'autonomie du jeune et le besoin qu'il a à définir lui-même ses propres objectifs. Voilà. Et donc on voit pourquoi cette période, ce moment-là est un moment anxiogène. Alors, du coup, qu'est-ce que ça produit comme résultat, cette situation? On le voit très bien dans les résultats, dans les parcours des jeunes en post-baccalauréat. Trois informations rapides, trois statistiques rapides. 61% des étudiants ne parviennent pas au terme des études dans lesquelles ils se sont initialement engagés. Donc déjà, on a une partie des étudiants qui en fait vont choisir de rentrer dans l'enseignement supérieur, mais qui, une fois qu'ils y sont, ne sont plus du tout en phase avec le choix qu'ils ont fait. Ils choisissent autre chose, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, ils veulent soit changer de voie, soit carrément pratiquement même de système de formation. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes qui ont fait des parcours parfois jusqu'à la licence. Je donnais un exemple ce matin à vos enfants de deux de mes anciens élèves qui sont venus me trouver, qui après une licence d'économie, donc ils sont allés jusqu'à la troisième année d'économie, pas de gestion, d'économie, c'est une situation un peu complexe, donc voilà, ils arrivent au bout de leur parcours, et là ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire, donc ils abandonnent complètement, ils passent un CAP de charpentier, et ils ont monté tous les deux une entreprise de charpente quelques années plus tard. Ils sont venus me trouver en disant voilà, on a 4 salariés avec nous, on a créé une petite entreprise de charpente. Et voilà, c'est des parcours qui sont certes pas fréquents, mais de plus en plus courants, que l'on voit de plus en plus. Donc voilà, il y a un changement qui se fait. Deuxième information, on voit très bien que dès la fin de la première année d'études, un quart des étudiants ne se réinscrivent pas à l'université. C'est-à-dire qu'ils font la première année, voire même ils font que les 6 premiers mois, peut-être même les 3 premiers mois, ça ne leur convient pas du tout, et ils vont changer, ils vont passer en section de technicien supérieur pour des bac plus 2, ou en IUT pour des bac plus 2 aussi, voire ils vont passer sur des voies de formation qui sont professionnelles ou semi-professionnelles. Donc on a des changements, et ça concerne un quart des étudiants rentrant à l'université. Alors évidemment, c'est aussi des élèves qui avaient réfléchi à des projets, mais simplement la confrontation avec le réel de l'enseignement supérieur, ça les a marqués. En tout cas, ils n'ont pas trouvé là ce qu'ils attendaient, et ils décident de quitter ce parcours-là. Et puis, si l'on va un petit peu plus loin, en regardant sur tous les bacheliers, l'étude là datée de 2018 du ministère de l'Éducation nationale, donc sur tous les bacheliers de 2008 qui se sont inscrits en licence, en première année, au bout de 7 ans, 29%, un tiers d'entre eux pratiquement, n'avaient aucun diplôme universitaire. C'est-à-dire qu'en fait, bien qu'ils soient rentrés dans une formation supérieure, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de cette formation supérieure, ils ont arrêté avant. Voilà, ce type de parcours-là, ce type de parcours très chaotique, ce n'est pas qu'anecdotique. Ça montre aussi qu'effectivement, il y a une difficulté à se projeter dans l'enseignement post-baccalauréat et à y trouver, même si on y a travaillé avant, à y trouver nécessairement ce que l'on veut. Donc il va falloir tenir compte de cette incertitude que peuvent avoir les élèves, de ces hésitations qu'ils vont avoir
pour rentrer de manière durable dans un parcours de formation. Bon, on verra quels moyens on peut leur apporter pour les aider. Alors à ces difficultés-là s'ajoute un deuxième problème, qui est celui des problématiques psycho-affectives. C'est très important, on a tendance à les négliger, mais ce sont aussi des enfants. Alors évidemment, moi hier je discutais avec les enseignants sur ces questions-là. Nous en tant qu'enseignants, on a tendance effectivement à voir l'élève, mais il faut aller un petit peu plus loin, voir aussi l'enfant qui est derrière. Et l'enfant, ce n'est pas qu'une machine à produire des résultats scolaires. C'est aussi une personne avec un certain nombre d'enjeux pour lui, et qui sont très importants. Alors, on va en voir quelques-uns. 3 questions, pour qu'un jeune puisse commencer à réfléchir à son orientation. Il faut qu'il puisse répondre à ces 3 questions. La première, c'est celle de son identité. Qui suis-je? Et on est obligé de partir de là. Alors évidemment, c'est comme disait un des jeunes élèves à la fin de la matinée, avec beaucoup de pertinence, en me disant, monsieur, vous nous dites que le point de départ, c'est d'être au clair avec notre personnalité, mais elle va changer d'ici la fin de la terminale. Je lui dis, c'est très juste. Donc, mais enfin, il faut au moins partir de quelque part. Donc elle ne va pas radicalement changer, mais en tout cas, elle va évoluer. Et c'est intéressant de partir de là. Donc on va essayer de voir ce que ça veut dire, qui suis-je, qu'est-ce qui est en jeu derrière. La deuxième question qui est importante, c'est qu'il faut qu'il puisse prendre confiance en lui. Et donc, de quoi est-il capable? Et c'est une question importante aussi, de bien connaître pour le jeune, non seulement qui il est, mais ce qu'il peut faire. Et la dernière, qui n'est pas secondaire non plus, c'est d'accepter de prendre des risques. Et le jeune doit accepter de prendre des risques parce qu'il lui faut faire un choix. Et faire un choix, c'est abandonner une autre possibilité. Donc, c'est faire le deuil de quelque chose que l'on aurait pu faire aussi. Et je voyais ce matin une jeune fille qui me disait « Mais moi, je suis les deux à la fois, donc laquelle je dois choisir ?» Ah, je n'ai pas la réponse pour elle. C'est elle qui fera ce choix. Mais on voit très bien cette tension qui peut exister entre 2 perspectives. Alors, prenons la première, mais très rapidement, pour ne pas alourdir cette question-là, mais qui est une question importante, donc celle de l'identité. Se connaître pose d'abord la question de l'identité. Et on va trouver 4 possibilités, en fait, 4 postures d'orientation qui révèlent chez les élèves des questionnements identitaires. Alors la première, peut-être celle que l'on va trouver qui est la plus problématique, c'est celle dans laquelle vous avez un jeune qui va dire « Alors moi je ne sais pas du tout ce que je veux faire, et en fait, grosso modo, ça ne m'intéresse pas. » Bon, c'est une question importante, c'est pas une question fréquente, mais c'est une question qui arrive quand même de ces jeunes qui sont à un moment où effectivement se projeter dans un futur, c'est quelque chose de compliqué. Donc c'est ce qu'on appelle la diffusion d'identité. La problématique qui est derrière est souvent celle-là, c'est-à-dire que faire un choix, ça va consister à dire quelque chose de ce que je suis. Et comme je ne veux pas encore dire ce que je suis, ben je ne veux pas faire ce choix. Donc on est vers cette diffusion-là. Ça peut être aussi, je vais choisir l'identité de l'autre parce que c'est plus simple. Voir celle que mes parents me suggèrent, parce qu'au moins comme ça j'ai la paix. On ne va pas me poser la question tous les jours. Vous savez, quand on est parent, j'ai 3 enfants, donc ça m'est arrivé 3 fois d'avoir ce genre de questions. Et donc c'était de dire, bon alors qu'est-ce que tu as décidé pour ton avenir? On est un peu inquisitorial comme ça. Et donc c'est typiquement, on voit les enfants un peu qui se crispent, ou quand ils vous répondent tout de suite, oui, clown, vous voyez, le genre de truc qui vont vous amuser tout de suite. Donc, on sent que s'ils répondent très vite, c'est parce que peut-être ils n'ont pas envie de se poser de questions et ils savent quelle est la réponse que vous attendez, ou bien alors, ils ont peut-être fait un choix tout de suite, mais ça paraît étonnant, s'ils sont en 3e, on pourra peut-être y faire plus attention quand ils sont en terminale. Ça m'est arrivé une fois, c'était une situation amusante où vous aviez un parent qui m'avait demandé de recevoir son enfant. Le papa en question était polytechnicien. Il voulait que je reçoive son fils qui, me disait-il, voulait faire Polytechnique. Et le fils, donc je discutais avec lui dans mon bureau en lui disant, bon alors Polytechnique, voilà, on regardait un peu ses résultats, etc. Et je voyais que quand même le jeune était un peu dans une situation était un peu tendue. Je lui dis, mais bon, pourquoi ça ne vous plaît pas Polytechnique? Il me dit, non, moi je veux être clown. Et donc, effectivement, c'était pas une blague. J'ai dit, on va regarder. Et quand on a regardé quelle était la formation pour devenir en fait, artiste de cirque, il n'existe que 2 écoles en France, une à Paris, une à Toulouse. Et quand il a regardé le niveau de sélection pour être à Toulouse, c'était, je crois, 4 recrutements sur 4 élèves recrutés pour un recrutement européen. Il a trouvé que finalement, Polytechnique, le concours était peut-être moins difficile
difficile. Finalement, il est resté dans ce projet-là. Donc c'est typiquement, il avait choisi, en fait, il n'était pas sur son choix à lui, il était sur le choix de quelqu'un d'autre. Bon, ça peut être cette situation-là. Le deuxième cas d'identité, c'est l'élève qui a fait un choix, mais il n'y a pas vraiment réfléchi. Soit parce qu'il imite quelque chose, il a des copains qui font un peu la même chose, donc c'est pas par rapport à son idée d'identité propre, mais c'est quand même quelque chose qui a un rapport avec l'identité. Il s'est reconnu dans autre chose. Mais c'est pas vraiment un choix. On est sur autre chose. Donc il a fait un choix parce qu'il a vu d'autres copains faire ça, parce que peut-être vous, en tant que parent, ben, c'est une situation qui peut l'inspirer, ou il a vu ça à la télévision, enfin bon, il a vu des choses qui pouvaient l'intéresser. Donc c'est déjà un peu plus clair. La troisième situation, c'est un élève qui se pose des questions sur ce qu'il pourrait faire. Alors ça veut dire que déjà les choses sont un peu structurées. C'est assez fréquent ça finalement, au niveau de la seconde, c'est plus fréquent qu'en troisième. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà quelques domaines qui les intéressent. Ils s'intéressent aux sciences, ils s'intéressent aux sciences économiques, ils s'intéressent plutôt à la littérature, ils s'intéressent aux langues, voilà. Et à partir de là, ils ne voient pas trop ce que ça peut donner, mais en gros, ils savent qu'ils vont rester dans ce domaine-là. Et on est déjà sur quelque chose qui est un peu structuré, simplement, ils ne veulent pas arrêter maintenant le choix. Ils veulent le repousser un peu plus tard pour voir ce que ça donne. Et c'est ce qu'on appelle des stratégies d'attente, en fait. Ils ont déjà quelque chose en tête, mais ils ne savent pas vers quoi ça va mener. Alors ces stratégies d'attente sont très étonnantes parce qu'elles peuvent se repousser très tardivement. En fait, on a mesuré des effets de stratégie d'attente sur des étudiants qui quittent les formations universitaires à Bac plus 5. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait le choix de leur métier la dernière année de leur étude de formation, la dernière année de leurs études. Jusque-là, ils ne s'étaient pas déterminés. C'est la dernière année où ils diront, bon ben voilà, là j'ai trouvé le chemin qui m'intéressait. Donc, alors c'est pas fréquent, mais ça arrive. Donc on peut avoir comme ça des stratégies d'attente intéressantes, parce que ça peut être un bon moyen de compenser une difficulté qu'a un élève à faire un choix maintenant. Bon, il ne fait pas le choix tout de suite, c'est pas grave, mais il va prendre une stratégie d'attente, je vous reparlerai tout à l'heure. Voilà. Et alors évidemment, celle dans laquelle la question identitaire est la plus facile et la plus identifiée, ben, c'est celui qui sait déjà le choix qu'il a fait et comment et en quoi ça répond à ce qu'il est. Au niveau d'une classe de fin de collège, début lycée, c'est étonnant, c'est possible, tant mieux hein, si c'est le cas, mais ça reste quand même un peu étonnant. Mais bon, si vous avez un enfant qui est comme ça, qui a un projet, qui doit s'y accrocher, c'est super, il faut l'accompagner dans cette idée-là, et c'est très bien. Il ne faudra pas s'étonner si à un moment ou à un autre, il change, parce que ça ne correspondra pas plus du tout à ce à quoi il s'attendait, parce qu'il a trouvé autre chose, parce qu'il s'est confronté à un réel, parce qu'on peut par exemple leur suggérer des stages, et dans les stages qu'on leur suggère, ils peuvent découvrir un réel qu'ils ignoraient. Je reprends un exemple, une élève qui chez moi voulait faire absolument gendarme. Elle voulait être gendarme depuis la classe de troisième, seconde, première. En première, nous on proposait de faire des stages de découverte en entreprise, donc elle est partie faire un stage en gendarmerie. Quand elle est revenue du stage, elle ne voulait plus être gendarme, ça ne correspondait pas au fantasme qu'elle s'en était fait, elle a changé. Elle n'est pas complètement très éloignée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui elle est CPE. Alors un CPE, c'est pas un gendarme, mais on n'est pas très loin. Mais enfin voilà, elle a complètement changé de projet dans le cadre de son stage. Et c'est pas étonnant, donc bien qu'elle soit très accrochée à ça. En revanche, j'ai plein d'élèves qui eux étaient accrochés très tôt et qui sont restés sur ce profil-là et qui ont fait ce profil. Donc c'est pas rare. Donc voilà, mais vous voyez qu'à chaque fois, ça révèle quelque chose de l'identité du jeune. C'est-à-dire comment il se positionne. Un jeune qui est déjà assez clair sur ce qu'il est et ce qu'il veut, il va être plutôt dans l'identité réalisée. Un jeune qui ne sait pas encore qui il va plutôt être vers la diffusion d'identité ou la forclusion, c'est-à-dire une autre situation. Alors deuxième élément, pour pouvoir construire un projet, il faut prendre confiance. Il faut que l'élève puisse avoir confiance en lui. Et évidemment, cette confiance, elle va se construire dans la confrontation avec vous, avec ses camarades, avec ses enseignants, avec son activité sportive. C'est pas une situation simple et c'est un élément fondamental. C'est un élève qui n'a pas confiance en lui, il a énormément de mal à construire un projet. Puisque j'ai rencontré ça ce matin, un élève qui me dit, moi j'ai bien un projet, j'ai bien un rêve, là, mais je ne peux pas le réaliser, c'est pas possible, c'est pas pour moi, non, c'est beaucoup trop difficile. Et donc j'ai essayé, je vous verrai tout à l'heure, donner un exemple sur cette situation, on peut construire de la confiance. Et cette construction-là, évidemment, elle va passer par leur manière de travailler, par leurs résultats scolaires. On est bien d'accord que ces résultats scolaires vont avoir une influence importante sur l'estime d'eux-mêmes ou sur l'acceptation de ce qu'ils sont, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc
la question de la construction de la confiance en soi, c'est essentiel. Et en tant que parent, d'avoir confiance dans les enfants, dans ce qu'ils sont capables de faire, même quand ils sont dans une situation d'échec, même quand ils ont raté quelque chose, c'est un élément fondamental pour les rassurer. Ils ont besoin de sécurité, et ce besoin de sécurité, ça leur permet de prendre racine et de pouvoir aller plus loin. Donc c'est un moment très important. Construire une image positive d'eux-mêmes et pas dégradée. On ne peut pas demander à un enfant qui a une image dégradée de lui-même d'avoir une évidence de choix. Il ne peut pas choisir comme ça. Troisième niveau, alors comment on va pouvoir... Pardon, c'est pas le troisième. Comment on va construire la confiance en eux? Je vous propose 4 entrées. La première chose, c'est d'accepter l'indécision. Voilà, vous avez des enfants qui ont du mal à faire des choix, on va prendre le temps. Mais en revanche, on va chercher des stratégies d'attente. D'accord, tu veux pas choisir, là, à la fin de ton baccalauréat, le type de métier qui t'intéresse. Bon, mais il te faut choisir une formation post-baccalauréat. Donc, dans celle-là, elle va servir pendant un temps à structurer ton projet. Et tu vas utiliser ce temps pour structurer ton projet. Ou bien alors même avant, au niveau de la seconde. Voilà, fin de seconde, on va leur demander de choisir des enseignements de spécialité. Ils n'ont pas d'idée claire sur l'enseignement de spécialité qui correspondrait le mieux à leur parcours, puisqu'ils ont l'impression qu'ils pourront encore changer plus tard. Il n'y a pas de problème. Ils vont prendre des enseignements de spécialité suffisamment ouverts pour leur permettre justement de retarder le choix. Donc vous avez 3 enseignements, j'y reviendrai tout à l'heure. Les 3 enseignements de spécialité, il va choisir ceux dans lesquels il se sent le plus à l'aise. Parce que du coup, il va renforcer sa confiance en lui, puisque c'est là qu'il va réussir. C'est sûr que si on lui demande de prendre celui pour lequel il a le plus de difficultés, et qu'ensuite il ne produit pas de résultat, la confiance en lui va commencer à descendre, ou en elle va commencer à descendre. Et donc ça sera plus difficile de construire un projet positif. Bon, donc une stratégie d'attente pour ne pas l'obliger à faire des choix tout de suite. Deuxième possibilité, poser des objectifs plutôt que des impossibilités. Et je prends, ce matin, j'aurais proposé ce regard-là, c'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, il ne se dit jamais qu'il n'y a qu'un seul champion du monde. Parce que sinon, il ne fait même pas l'effort de tenter le concours. C'est pas parce qu'il y aura un seul champion du monde que je ne vais pas tenter le concours quand même. Et donc, on ne va pas lui dire, c'est pas pour toi, c'est trop difficile. On va lui dire, voilà ce qui est exigé, qu'est-ce que tu mets en place pour l'atteindre? Et c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas s'il peut ou s'il ne peut pas. Et c'est très difficile pour des parents de se dire, je ne sais pas. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on sait, nous. Mais je ne sais pas. Moi, je suis resté prudent, parce que moi, je ne savais pas du tout que mes enfants feraient rien du tout de ce que j'avais prévu. Donc, du coup, j'ai découvert. Mais c'est intéressant, je ne sais pas. Mais je peux lui dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement? On va regarder ensemble les contraintes, les exigences de telle ou telle formation, et c'est beaucoup plus positif. Troisième possibilité, on va installer des expériences. Très bien, ça t'intéresse, ce domaine-là, va faire un stage. Va interroger une personne. Fais un petit intérim. Bon, c'est plus difficile quand ils ont 15 ans, mais on peut peut-être voir un peu après. On peut lui trouver un petit job d'été. On peut s'arranger avec quelqu'un de la famille. Bref, lui faire découvrir le réel et le concret. Et à partir de là, il va pouvoir peut-être se construire une représentation réaliste de ce à quoi il pensait. Et puis le dernier, c'est pas le moins important, les laisser rêver. Je ne vois pas comment on peut, casser un rêve d'enfant très vite. En disant non, le rêve que tu fais là, c'est pas possible. Ce matin, c'était hier soir, une élève voulait être astronaute. Bon, évidemment, je sais bien que c'est très difficile, je sais bien que c'est très rare, c'est pas sûr qu'elle soit pas... Mais c'est son rêve. Donc, si c'est celui-là qui la motive pour travailler, pour passer toutes ces disciplines, se spécialiser dans telle ou telle chose, je ne vais pas commencer à lui casser tout de suite en lui disant il y a trop peu d'élus. Donc, je vais la laisser, mais en revanche, je vais lui demander d'aller s'informer. C'est-à-dire que pour que le rêve ne reste pas que dans de l'utopie, que ça soit du réel. Donc effectivement, on demande quoi concrètement? Ton rêve, c'est celui-là, très bien. Va chercher ce qui est exigé pour réaliser ce rêve. Donc ça permet de renvoyer vers le jeune des capacités d'information qui lui permettent en fait après de faire un choix éclairé. Et il sait quelles sont les conséquences de son choix et les limites aussi peut-être. Alors, troisième posture possible, c'est d'imposer, quand on veut choisir, voilà, il faut pouvoir dépasser des freins. Et les élèves ont souvent des freins. Alors,
Je vous donne quatre attitudes qui sont assez fréquentes chez les élèves. La première, que je retrouve souvent, c'est « je ne sais pas quoi faire ». Et cette question « je ne sais pas quoi faire » en fait renvoie souvent à une question plus profonde, qui est celle qu'on a vue tout à l'heure de l'identité. Parce que faire un choix de quelque chose, c'est s'identifier, c'est dire qui je suis, ce que je vous disais tout à l'heure, et ça pose un problème à certains enfants. Donc effectivement, ça peut être une difficulté majeure. La deuxième, alors celle qui est l'inverse. Alors moi je sais déjà tout, c'est même pas la peine. De toute façon, un truc sur l'orientation, ça sert à rien du tout, parce que moi je sais déjà tout. Alors c'est un excès d'assurance. Parce qu'on sait déjà tout peut-être, mais est-ce qu'on sait déjà si on est capable de faire, ça c'est autre chose. Et les contraintes qui sont posées, peut-être pas. Et donc travailler aussi là-dessus, il faudra peut-être voir si cette fausse réponse « je sais déjà tout », c'est pas une manière en fait de ne pas se poser de questions finalement. Troisième, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûr. C'est plus une question qui porte, la difficulté porte là plutôt sur la hiérarchie. Je veux faire quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Et qu'est-ce qui m'intéresse le moins? Donc en fait, poser une hiérarchie dans les projets. Alors, vous voyez, je ne parle pas de projet de métier, je parle de projet de formation. S'il y a un projet de métier, très bien, tant mieux. S'il n'y a pas de projet de métier, c'est pas grave. C'est un projet de formation, c'est-à-dire de filière. Voilà, on peut commencer d'ailleurs, si vous avez des enfants qui ont des difficultés à se dire, voilà, se représenter ça, je ne sais pas comment faire des choix, on verra tout à l'heure. On peut commencer par l'inverse. C'est-à-dire, bon, alors qu'est-ce que tu voudrais surtout pas faire? Et donc on va finir par trouver, enfin, comme formation, je veux dire, est-ce que tu veux faire de la technique? Est-ce que tu veux faire de la science? Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est plutôt, alors quel type de science? C'est la science physique, la biologie, le vivant, la physique, vous voyez, on peut commencer par l'inverse. Puis quand on a tout éliminé, on va essayer de trouver quelque chose qui reste. Alors, on verra, parce qu'il y a parfois des enfants dans lesquels ils ont vraiment tout éliminé, et puis il n'y a plus rien du tout. Donc il faudra se poser des questions autrement. Mais ben voilà, on peut fonctionner comme ça pour un peu les aider. Et puis, il y a d'autres... La dernière réponse, c'est « j'ai des idées, mais je ne comprends rien au système ». Bon, là, tout simplement, c'est un problème d'information et de cheminement. Donc, il faut prendre des ressources dont je vous parlerai tout à l'heure, aller voir dans des sites spécialisés, et on peut essayer avec eux de regarder quels sont les chemins qui permettent, en fait, de les guider sur voilà, des formations possibles. On verra pourquoi je mets ça au pluriel tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez que les freins ne sont pas toujours des freins. Celui qui est peut-être le plus compliqué à gérer, c'est celui de l'identité, parce que c'est quelque chose de plus profond. En revanche, les autres, on a toujours des solutions pour traiter ça, en travaillant avec eux, en explorant avec eux, en leur trouvant des occasions de se confronter à des métiers, à des solutions, voilà. à des expériences, pardon, et on va pouvoir les aider et les accompagner. Donc comment, pour permettre à ces freins d'être dépassés, on peut passer par la motivation. Et on sait qu'il existe à peu près chez les enfants 6 sources de motivation. Alors 2 qui sont intrinsèques, c'est eux-mêmes qui les produisent, 3 qui sont intrinsèques et 3 qui sont extrinsèques. C'est-à-dire qu'ils vont la chercher ailleurs. Donc, celle d'abord qui les motive intérieurement, ça peut être le plaisir de faire. Vous avez des jeunes qui, voilà, ils se régalent. Voilà, ils aiment, vous avez des enfants par exemple qui s'intéressent plutôt à la pratique. Ce matin dans les profils, il y en a beaucoup qui sont sortis comme ça en disant moi je suis plutôt vers le pratique, c'est ça qui les intéresse. Ce qui est abstrait, ça les intéresse un peu moins. Ou alors vous avez des jeunes qui sont sur l'abstraction, mais par exemple ils se régalent en mathématiques, parce qu'en mathématiques il y a du raisonnement, il y a de la réflexion, et ils aiment ça. Voilà, ça peut être une motivation pour trouver une voie. L'autre intrinsèque, c'est des enfants qui s'amusent parce qu'ils apprennent quelque chose de nouveau. Et donc à chaque fois, ils veulent découvrir de nouvelles choses. Donc ça aussi, c'est un facteur de forte motivation. Et la troisième, c'est le défi envers soi-même. Là, on cherche à se surpasser. Bon, ça ne me plaît pas trop, mais je veux montrer que je suis capable de le faire quand même. Donc ces éléments de motivation, on peut les solliciter, on peut les accompagner, on peut les exploiter. Enfin, il ne faut pas se transformer en entraîneur de tennis qui va pousser ses enfants jusqu'au bout, mais on peut quand même essayer de travailler ces questions-là. Voilà. Et c'est un fort moyen de dépasser un frein. Et puis, les formes extérieures, elles aussi, elles sont intéressantes. Vous avez les jeunes qui travaillent parce qu'ils estiment que les choix d'orientation qu'ils ont fait est utile par rapport à un but. Donc ils se sont fixés des objectifs et ils savent pour atteindre ces objectifs, ils doivent passer par telle ou telle
voie, où ils doivent prendre tel ou tel enseignement, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils aiment, c'est quand même quelque chose qui les motive. Donc ils vont passer par ce biais-là. D'autres, c'est plutôt pour avoir des bonnes notes. Voilà, ils vont travailler parce que c'est un élément, c'est des élèves qui utilisent l'école pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que voilà, ils utilisent cette rémunération de l'élève qu'est la bonne note. Bon, c'est un facteur de motivation comme un autre. Et puis, d'autres élèves qui, eux, par contre, vont choisir des voies parce qu'elles sont conformes, en gros, à une exigence sociale qui peut être celle de la famille, celle du groupe de pairs, c'est-à-dire de leurs amis, celle de la société dans laquelle ils sont, la télévision, ce qu'ils ont écouté, la radio, qu'ils ont vu autre chose. Et ça va les intéresser. Ce matin, il y en a un qui était passionné par la télévision, il voulait absolument faire travailler dans la télévision. Bon, eh bien, très bien, c'est peut-être parce qu'il est dans une société de la communication et que c'était ça qui l'intéressait. Bon, mais c'est très bien, c'est des éléments de motivation. Donc on va pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Donc à partir de ces, vous voyez, de ces différences, d'élèves qui ont des personnalités différentes, d'élèves qui ont des motivations différentes et qui ont aussi des rapports affectifs différents, eh bien, on va trouver 4 grands types de parcours d'orientation. On a, vous voyez, des élèves qui ont des parcours chaotiques, c'est-à-dire qu'ils trouvent beaucoup d'obstacles et puis sont assez fondés sur l'indécision. Des élèves qui ont des parcours un peu plus souples, alors ils ont des obstacles, ils se frottent peut-être à des difficultés, mais ils sont quand même ils ont une idée précise et ils vont trouver des chemins. Vous avez des élèves qui ont des parcours éclectiques, c'est-à-dire que parfois ils hésitent, mais en gros ils sont quand même dans quelque chose, ils saisissent tout ce qui est positif pour eux, ils prennent les opportunités qu'ils peuvent avoir. Et puis vous avez des parcours linéaires, des élèves qui ont à la fois des idées, des passions et qui en même temps n'ont aucune opposition. Voilà, pour cette première partie en tout cas. Merci Monsieur Monfray, première partie très dense, très riche déjà. On a beaucoup de questions qui nous sont remontées hier, qui nous remontent en ce moment. Premier temps de questions peut-être assez général. Vous l'avez dit, 61% des élèves ne vont pas au terme de leurs études supérieures. Pourquoi? Alors parce que justement ils changent de voie. Ça peut être simplement parce qu'il y avait une mauvaise représentation de ce qu'étaient les études supérieures. Je vois souvent ça. Je dis souvent ça. Voilà, vous avez le cas fréquent des élèves qui font du droit, sans voir les exigences qu'il y a derrière. Elles découvrent le caractère un peu aride, difficile, et ils changent d'avis au cours d'études. Ou bien alors, il y a une sélection qui se fait, il faut qu'ils changent. Et alors la question qui nous est posée, c'est est-ce que la fac n'est peut-être pas adaptée à tout le monde et à tous les profils? Tout à fait. C'est pas adapté à tous les profils. Mais le problème, c'est que les élèves ils le découvrent quand ils y sont. Voilà. Et donc la difficulté elle est là. Mais en même temps, c'est en cela que je reviendrai tout à l'heure. L'échec considéré comme quelque chose de positif. C'est-à-dire voilà, je suis rentré, j'ai essayé quelque chose, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, je change. Et le fait de changer n'est pas un problème. D'ailleurs, l'université l'intègre, puisqu'elle permet à des élèves dans les 6 premiers mois, dans le tout premier semestre, de changer de voie d'orientation s'ils estiment qu'ils ne sont pas sur le bon parcours. C'est une nouveauté en fait de ce dispositif post-baccalauréat qui tient compte de ces choses. On a beaucoup de questions aussi sur les enseignements de spécialité, vous allez y revenir dans notre partie, sur les outils qui sont aussi à disposition des parents. Question peut-être un petit peu plus philosophique, vous l'avez dit, il faut choisir ses études en fonction de ce que l'on aime, et si mon enfant n'aime rien du tout. Alors là, c'est un vrai problème. Un enfant qui n'aime rien du tout, bon, c'est compliqué à travailler, il faut le travailler à plusieurs, c'est entre les enseignants, entre les parents, peut-être en ayant recours à quelqu'un d'extérieur, ça peut être un psychologue scolaire que l'on va trouver dans les centres d'information et d'orientation, travailler sur ce qui fait frein. Qu'est-ce qui fait frein? Est-ce que c'est un jeune qui n'aime rien du tout parce qu'il ne sait pas ce qui existe autour? Et donc en fait, on n'a jamais eu l'occasion de lui présenter en gros les formations qu'il pouvait trouver, les métiers qui existaient, et peut-être que parfois simplement en faisant des découvertes comme ça vient déclencher une envie. Ou bien alors c'est simplement un enfant qui a du mal à se projeter dans le futur, parce que se projeter dans le futur, c'est dire quelque chose, c'est exister d'une certaine manière, ça c'est compliqué. Et là, les enseignants ne peuvent pas aider les parents sur ces questions-là, on va passer par d'autres spécialistes. On gardera pour la fin aussi des questions très personnelles, on va dire, sur des filières, des choix d'études.
quasiment du cas par cas, mais vous me ferez le plaisir d'y répondre en fin de conférence. Toujours sur la question de mon enfant n'aime pas ou ne sait pas, est-ce que, à contrario, un enfant qui a une idée très précise, mais où on sait pertinemment que le secteur aujourd'hui est totalement bouché, n'a pas d'employabilité, comment nous, parents, on peut le laisser aller dans cette filière-là? Là aussi une question. Alors moi je réponds de manière brutale. Les meilleurs trouvent toujours un débouché. Je suis très étonné d'un exemple qui est venu d'un élève. C'est une réflexion, en plus conseiller d'orientation, je n'aurais jamais dû répondre comme ça. Je croise un élève dans l'ancien élève dans la rue, je lui demande ce qu'il fait. Il me dit je suis comédien. La première réponse que je lui dis, vous n'êtes pas au chômage aujourd'hui. Et en fait il a éclaté de rire en me disant monsieur, j'ai toujours travaillé. Et donc en fait, je me suis rendu compte en regardant d'un peu près que certains secteurs d'activité qui paraissent complètement fermés, effectivement c'est difficile de se lancer dans certains secteurs, mais quelqu'un qui est bon, qui est excellent, il trouvera toujours un débouché, c'est la première réponse. Et puis la deuxième, c'est que peut-être que parfois on peut trouver des solutions connexes, c'est-à-dire voilà, je reprends à dessein, parce que c'est souvent un domaine qui est posé, la question de l'art, de l'événementiel. Voilà, c'est des secteurs difficiles, oui, mais il y a tout un tas de métiers autour, il y a tout un tas d'activités autour. Et en regardant autour, on peut peut-être trouver quelque chose qui intéressera le jeune. Voilà. Dernière question, et on s'excuse, a priori on a un tout petit problème de son qu'on est en train de régler. Vous avez parlé d'accompagnement. L'accompagnement des parents, c'est bien différent de faire à la place d'eux. Oui, l'accompagnement, c'est juste, je regarde ce que fait mon enfant, je lui trouve des solutions, je trouve des moyens, mais je ne fais pas à sa place. Et s'il ne veut pas faire, eh ben, il ne veut pas, et on essaiera de voir avec lui ce que ça a comme enjeu. Et je crois que ce qui est très important, c'est d'être capable, justement, en se mettant un peu en retrait, de transférer la responsabilité de l'orientation aux jeunes, y compris si c'est une situation d'échec. Parce que c'est plus important, je pense, qu'un jeune puisse se rendre compte que c'est son comportement qui a conduit à l'échec, que de se dire que c'est votre choix qui l'a conduit à l'échec. Parce que là, les relations familiales ne sont pas les mêmes. Voilà. Et justement, ça nous ouvre la deuxième partie de votre conférence. Comment peut-on accompagner son enfant et pas faire à la place de son enfant? Et pas faire à la place, merci. Alors, oui, alors justement, c'était le dernier point que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, dans une enquête qui a été posée par l'APEC, on s'est rendu compte que quand on pose aux enfants la question de qui peut les aider, ben, en premier, c'est les parents qui arrivent. 67%, c'est les parents. Les professeurs principaux, 34%. Les psy-EN, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les conseillers d'orientation, relativement peu, et puis les autres un peu moins. Mais les parents en premier. Donc effectivement, c'est une situation intéressante. C'est d'abord par rapport à vous qu'ils vont se déterminer. Alors comment les accompagner? J'aime bien cette phrase de Pascal Pic, qui est justement, on lui posait la question à propos de la réforme du baccalauréat, lui disant qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes là, qui doivent choisir, vous conseillerez quoi? Et Pascal Pic, professeur au Collège de France, dit je leur dirais d'abord, choisissez d'étudier ce que vous aimez, c'est le premier moteur de la motivation. Alors comment vous pouvez avoir confiance en eux? Eh bien, le premier moyen, c'est, pardon, comment vous pouvez les accompagner, excusez-moi, c'est d'avoir confiance en eux. Le premier moyen, c'est ça. Alors, je vais vous donner un exemple, je vais aller très vite, parce que c'est un exemple important pour moi. C'est une ancienne élève que j'ai eue il y a très longtemps. Une élève qui est arrivée dans un établissement sans ses parents, enfin sans parents. Plus exactement, elle avait été placée en foyer d'accueil, retirée à ses parents pour des raisons personnelles difficiles. C'est une élève qui s'est entièrement construite toute seule. Et je disais ce matin en donnant cet exemple-là à vos enfants que c'est pour moi un exemple pour eux très important. C'est-à-dire, quand je dis qu'elle s'est construite toute seule, c'est qu'elle n'a jamais eu personne pour lui payer ses études, elle n'a jamais eu personne pour lui payer à manger, elle n'a jamais eu personne pour lui payer un appartement. Elle a fait toutes ses études en étant une élève moyenne, elle a passé son baccalauréat avec une note moyenne, mais elle est allée au bout de son projet. Son projet, c'était essentiellement d'être magistrate, et donc aujourd'hui, elle prépare le concours de la magistrature pour rentrer à Bordeaux l'année prochaine. Je pense qu'elle l'aura, elle a toujours tout réussi, mais elle a toujours tout fait toute seule. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de se montrer que quelqu'un qui part avec énormément de difficultés, personne pour l'accompagner, elle est capable de produire des résultats. Et je crois que c'est cette confiance qu'on doit avoir qui est très importante. Les enfants, de toute façon, trouveront leur chemin, d'une manière ou d'une autre.
Ça peut être long, c'est parfois un peu angoissant pour les parents, ça peut être long, mais ils trouvent toujours leur chemin. Et donc, d'ailleurs, c'est une des caractéristiques de l'enseignement catholique, que d'avoir mis cette espérance dans la capacité des enfants à se réaliser au cœur de leurs problèmes. Et donc, moi, représentant l'enseignement catholique, je ne vais pas vous dire autre chose. Donc, effectivement, j'espère toujours, et je ne suis jamais déçu, de ce qu'un enfant est capable de faire, y compris quand il a échoué. Parce que j'ai des élèves qui échouent, je ne sais pas que des élèves qui ont réussi. Il y a même des, je n'allais pas dire beaucoup, mais il y a pas mal d'élèves qui échouent. Mais ça veut dire quoi échouer? Ça veut dire simplement qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas réussi la voie qu'on s'était fixée, mais on en a trouvé d'autres. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Alors quelques postures possibles pour vous. Est-ce qu'on est capable de savoir ce qu'un élève peut faire ou ce qu'un enfant est capable de faire? Non. Moi je me bats souvent avec mes collègues qui ont des projets prédictifs. Hein. Moi je vois bien que celui-là il ne pourra jamais. Moi, maintenant, je suis très prudent. Après 40 ans de métier, je suis très prudent. J'ai toujours été démenti dans mes prédictions, et mes collègues, c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas. Il suffit qu'il ait un moment, il a un déclic, qu'il rencontre une personne, qu'il rencontre un autre, il va se révéler. Donc, je ne sais pas, a priori, ce qu'il peut faire. Il est rare qu'on ait des orientations réussies sans échec, je vous l'ai déjà dit, et à condition qu'on puisse réinvestir les causes de cet échec. Et puis, l'autre moyen pour avoir confiance, c'est de les laisser rêver. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on va les laisser rêver, mais on va exiger d'eux qu'ils aillent rechercher de près l'information. C'est ça qui nous intéresse en fait. Et donc, on va les accompagner et pas les conseiller. Et pourquoi c'est l'accompagnement et le conseil? Parce que vous allez assurer leur autonomie. On a vu tout à l'heure que c'était une des conditions essentielles de leur identité. Ça renforce leur estime de soi. Et donc, à partir de ces deux critères-là, vous les accompagnez sur le chemin de recherche qu'ils ont, mais vous ne faites pas à leur place. Et donc, d'accepter de les accompagner, c'est leur faire confiance et c'est très important. Et on peut toujours retenir la phrase de Nelson Mandela qui est très bien, hein, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je pense que ça peut être un mantra très bien pour les élèves de rester sur cette idée-là. Alors, deuxième temps, donc déjà, premièrement, pour les accompagner, avoir confiance en eux. Deuxième moyen pour les accompagner, prendre en compte leurs capacités. Tous les élèves n'ont pas les mêmes capacités. Et en fait, le système scolaire français aujourd'hui s'est adapté à cette forme-là. Alors comment? Je vous donne deux exemples. Voilà un métier possible, responsable marketing, que vous allez trouver dans le tableau. Je peux atteindre ce métier de toutes les manières qui sont là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je peux sortir à partir d'une terminale générale ou d'une terminale technologique de gestion, je ne sais plus, le MG, management et gestion, ou d'un bac pro. Mais évidemment, je ne vais pas faire le même parcours. Je peux, par exemple, partir d'une terminale générale, je suis un très bon élève, j'ai de très bonnes capacités, j'ai de très bonnes moyennes, et je vais passer par une classe préparatoire grande école pour intégrer une grande école de commerce. Bon, c'est une possibilité, mais c'est réservé à un type d'élève, avec de réelles capacités, avec des dossiers scolaires structurés, avec de très bons résultats. Bon, je ne suis pas cet élève-là. Moi, j'ai beaucoup plus de mal avec ce qui est abstrait, j'aime bien le concret. Je suis passé par une terminale STMG, donc technologique. Et là, je suis arrivé au bout de ma terminale, j'ai eu droit, je peux rentrer dans un IUT avec technique de commercialisation. Au bout de mes 2 ans d'IUT, j'ai pu intégrer une université pour faire une 3e année de licence, qui me permettra après de présenter le concours d'entrée dans une école de commerce, voire même continuer pour faire un marketing, pour faire une formation, un master 2 en marketing que je ferai à l'université. Donc j'ai atteint le même objectif, mais je ne suis pas parti avec les mêmes capacités. 3e possibilité, je suis un élève de bac professionnel, dans un parcours qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique. J'ai réussi mon baccalauréat, je suis passé par un BTS. Le BTS me donne la possibilité de faire une licence professionnelle. Oui. Et cette licence professionnelle me permet d'être peut-être responsable marketing, j'ai un bac plus 3, ou bien alors même si je réussis bien, de pouvoir moi aussi présenter le concours d'une école de commerce qui me permettra moi aussi d'être responsable marketing. Et donc j'ai 3 voies d'accès pour un même métier avec 3 profils différents. Donc le tout c'est d'arriver à trouver quel est le profil de mon enfant pour un peu l'adapter à cette diversité des parcours, avec des passerelles un peu dans tous les coins. Autre exemple,
pour un diplôme d'ingénieur. On aurait dit avant que pour être ingénieur, il fallait absolument passer par une classe préparatoire à grande école, avec maths sup, maths spé, c'était les expressions qu'on utilisait à l'époque, je crois qu'elles existent encore toujours d'ailleurs. Bon, bien sûr, c'est la voie royale, c'est la voie d'excellence, et on peut prétendre aux grandes écoles d'ingénieurs en France. Mais d'un autre côté, on peut aussi passer par des établissements de formation qui recrutent en post-baccalauréat, des élèves sur concours. On peut passer par des universités qui ont des formations d'ingénieurs avec des filières d'ingénieurs internes. On peut passer par des IUT, on peut passer par des BTS, et ça va concerner des élèves qui sortent d'un bac général, d'un bac technologique ou d'un bac professionnel. Alors c'est sûr que le nombre d'élèves de bac professionnel qui deviennent ingénieurs est nettement moins fréquent que des élèves qui sortent d'un bac général avec une classe préparatoire comme ingénieur. On est d'accord, mais ce n'est pas impossible. Et donc de ce point de vue-là, il faut pouvoir dire aux jeunes que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le profil complètement adapté à des filières d'excellence que l'accès au métier est interdit. On peut accéder au métier. Simplement, ce que je ne vous dis pas, c'est que c'est facile. Et je ne dirai pas aux élèves que c'est simple. Ce n'est pas parce qu'il existe une voie pour passer par le bac professionnel, en passant par le bac professionnel, d'atteindre le métier d'ingénieur, que c'est simple. C'est même très difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est très difficile que c'est impossible. Et le fait qu'existe la voie, c'est un facteur de motivation pour des jeunes. Voilà. Donc, cette adaptation, on peut les accompagner là-dessus. Alors, troisième moyen, toujours pour les accompagner, bien, se libérer des questions sur les métiers de demain et la valeur des diplômes. C'est des questions qu'on me pose souvent en disant: est-ce que vous pourriez me dire, en gros, quels sont les métiers qui sont porteurs demain? Alors, je vais régler la question tout de suite. Non, je ne peux pas vous dire ça. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il y a des métiers qui existeront toujours demain, évidemment. Donc, est-ce qu'ils sont porteurs? Alors, il y a des métiers qui resteront, peut-être des métiers de lien à la personne, on en aura toujours besoin. Je ne sais pas, je pense à coiffeur. En ce moment, coiffeur, c'est un métier qui a, bon, certes en période de confinement pas trop, mais en dehors de ça, ils ont du travail. Et ça ne va pas disparaître demain matin. Donc effectivement, il y a des métiers qui existeront. Mais en même temps, il y a une telle évolution du travail qu'en fait, il y a des métiers qui n'existent pas encore. Une étude qui a été faite par le Forum économique mondial montrait que 62% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc en fait, il y a une projection qui se fait dans le futur avec des formes qui existent. Moi, j'ai souvent des élèves qui me disent comment fait-on pour devenir web, alors c'est pas webmaster, c'est web designer, je ne sais plus lequel. C'est des métiers qui il y a 15 ans n'existaient pas, donc en fait qui petit à petit se structurent. J'ai découvert un métier que je ne connaissais pas du tout, c'est rudologue. Alors un rudologue, il a fallu que j'aille chercher un peu ce que c'était. Ce sont des ingénieurs, c'est un métier en bac+5, c'est des ingénieurs chargés du traitement des déchets. Donc en amont ou en aval d'une production. Bon, ben, c'est des métiers qui ne pouvaient pas exister, moi je ne pouvais pas deviner avant. Donc c'est très important. En revanche, il existe une étude. Alors malheureusement, on n'a pas la dernière version, parce que celle-ci date de 2015 et porte sur les métiers en 2022. C'est une étude de la DARES. Mais qu'est-ce qui est sorti et qui est très intéressant? Dans cette étude, on a donc essayé de se projeter sur les métiers de demain. On voit que les deux métiers qui seront les plus demandés en 2022. Alors c'était entre 2015 et 2022. Bon, il faudra attendre la dernière version pour voir en 2030. C'est d'abord les services d'aide et de soins à la personne, plus 600 000 emplois sur la période. Ah ben en période de confinement, on comprend ce que ça veut dire. Effectivement, que d'avoir des personnes qui s'occupent de vous. Donc, plus 600 000 emplois sur ce secteur-là. Ou le deuxième, les services aux entreprises à forte intensité de savoir. Plus de 450 000 emplois. Pourquoi D'abord, ce sont les deux métiers qui ont eu le plus de création d'emplois sur la période. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est les deux extrêmes de la formation. C'est-à-dire, j'ai d'un côté des métiers hyper diplômés, généralement en bac+5, en ingénieur, en cadre supérieur d'entreprise, en expertise comptable, en avocat, conseil. Donc c'est des diplômes excessivement diplômés, des métiers excessivement diplômés. Ou bien alors j'ai à l'autre extrême des métiers qui sont peu diplômés. C'est les deux secteurs qui créent le plus d'emplois. L'entre-deux, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais ces deux secteurs-là sont très différents. Donc je peux, si vous me dites quel est le métier qui recrute demain, je vous dis secteur soins et services à la personne. Ça recrute demain, pour 600 000 emplois. Bon, mais après, en dehors de ça, je ne peux pas dire grand-chose quant aux métiers, au secteur qui emploie. Évidemment, on voit bien par exemple que l'industrie est plutôt en phase de récession, mais ça dépend quoi. Et il est très difficile donc de répondre à cette question absolument. Bon, je ne peux pas vous répondre plus que ça. Alors, la deuxième question qu'on me pose souvent, comment déterminer la valeur d'un diplôme?
Là aussi, c'est une question très compliquée. Ça dépend de tout un tas de facteurs. Ça dépend d'abord de vos représentations familiales. Pour vous, ça veut dire quoi la valeur d'un diplôme? Donc, effectivement, si je suis professeur d'université et que je cherche quelque chose pour mes enfants, quelle est la valeur que j'accorde à un diplôme? Elle n'est peut-être pas la même que quelqu'un qui n'a pas ce niveau de qualification professionnelle. Donc, ça dépend des représentations familiales, un peu. C'est le premier élément. Ça dépend de la composante économique. C'est-à-dire, un diplôme, il n'a de valeur que parce qu'il y a une demande de diplôme. S'il n'y a pas de demande de diplôme, je peux très bien avoir un très bon diplôme, mais si ça n'intéresse personne, et mon diplôme, même s'il est très important, j'ai fait une belle école d'ingénieur, mais s'il n'y a pas d'emploi pour moi, et si personne ne me recherche, il n'a aucune valeur. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas un diplôme qui a une valeur dans l'absolu. Alors évidemment, il y a certaines grandes écoles qui ont toujours un diplôme. C'est sûr que si vous sortez de Polytechnique, de Centrale, de Normale Supérieure, il y a toujours de la valeur. Mais c'est des écoles qui recrutent peu. D'ailleurs, c'est une des particularités françaises. Les grandes écoles pour lesquelles on ne se pose jamais la question de la valeur de leur diplôme, elles recrutent en tout et pour tout 500 étudiants. C'est tout. Si on prend les 4 grandes écoles d'ingénieurs, c'est 125 à Polytechnique, je crois, chaque année. C'est peut-être 100 et quelques ou 200 et quelques quelque part. Enfin, on est entre 500 et 600 élèves. Donc, il y a très peu d'étudiants qui sont concernés par ça. En fait, l'immense majorité des autres iront dans d'autres établissements qui aussi ont des diplômes à présenter. Donc, c'est compliqué. Et c'est justement la dernière composante, c'est la composante institutionnelle. Quelle est la notoriété de l'établissement et comment elle se construit? Alors, vous avez des établissements qui construisent leur notoriété sur une histoire, sur une ancienneté. Il y en a d'autres qui construisent une notoriété sur des innovations. Je pense à Montpellier, par exemple. Vous avez un établissement qui s'appelle Artefix. Alors au début, quand cet établissement a été créé, il y a à peu près une dizaine d'années, je ne voyais pas trop ce que c'était. Mais aujourd'hui, Artefix, c'est une des plus grandes écoles françaises de formation à l'animation et au cinéma d'animation. Parce qu'ils ont réussi à obtenir des contrats de leurs élèves dans quelques grands films d'Hollywood. Et donc du coup, c'est devenu d'un coup une école excessivement demandée. Donc a priori, je ne peux pas savoir, ou on a du mal à savoir quelle est la valeur d'un diplôme. Donc il faut faire attention à cette question-là. En revanche, ce que l'on peut se poser comme question, et qui est, me semble-t-il, beaucoup plus intéressant, c'est non pas que veux-tu devenir, mais qui veux-tu devenir à un jeune. Ça, c'est plus intéressant. Donc, on n'est plus sur la chose, on est sur la personne. C'est plus sur la fonction, mais c'est sur la personne. Donc, c'est une question plus intéressante. Deuxième question que je leur ai posée ce matin, ça vaudra le coup de discuter avec eux, peut-être sur les réponses qu'ils ont posées. Réussir dans la vie, ça veut dire quoi pour eux? Et donc, éclairer avec eux cette question-là. Et puis, qu'est-ce qu'un bon travail? La notion de bon travail, c'est quoi? C'est peut-être pas la vôtre, c'est peut-être eux, ils ont une conception du bon travail. Je suis très étonné, moi, depuis quelques années, de voir des jeunes qui me répondent qu'un bon travail, c'est quand je m'occupe des autres. C'est quelque chose que je n'avais pas avant. Il y a quelques 20 ans, c'était plutôt gagner beaucoup d'argent. Je le vois moins. Aujourd'hui, c'est plutôt m'occuper des autres ou être en phase avec les autres, rendre service. C'est ça qui sort. C'est une évolution que je vois depuis peu de temps, une dizaine d'années à peu près, et qui maintenant se confirme. Donc, c'est intéressant. J'ai choisi ce petit livre de Matthew Beckford qui s'appelle Éloge du carburateur, parce que c'est exactement le travail qu'il essaie de montrer. Il essaie de montrer, c'est un Canadien qui était professeur d'université, assez reconnu, et qui est devenu mécanicien moto. Et donc il explique en produisant ce livre qu'en fait, il s'est retrouvé dans cette situation. Il avait toute la notoriété qu'il faut, il avait toute la reconnaissance qu'il voulait, mais ce n'était pas ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, c'était réparer des motos. Donc il a abandonné son métier de professeur d'université. Bon, entre-temps, depuis, il est redevenu. Mais il y a peut-être un changement qui s'est produit. Mais entre-temps, il était mécanicien moto. Donc voilà, c'est peut-être des questions plus intéressantes. Voilà. Deuxième partie donc sur comment aider nos jeunes. Avant de passer aux outils, et a priori la troisième partie est très attendue par les parents, donc on vous laissera la quinzaine de minutes qui nous reste pour la dérouler. Une question, vous avez précisé que 67%, ce sont les parents qui aident au choix des enfants. Pourtant, les parents nous disent, nous on n'est pas des spécialistes, on n'a pas forcément les compétences, donc on a peur de se tromper, on a peur d'orienter au hasard. Comment faire? Alors justement, c'est une question importante parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils accessibles par Internet. Et donc en fait, on peut trouver des réponses parce que l'ONICEP, qui est l'organisme central dans cette question-là, l'ONICEP met à disposition des parents de plus en plus d'outils d'information. On va trouver des vidéos, on va trouver des aides, on va trouver des activités pédagogiques. Bon, on peut faire ça. Et bien entendu, l'expertise, elle n'est pas là.
mais les enseignants en ont une, on peut se retourner vers les enseignants, on peut se tourner vers les centres d'information et d'orientation pour accompagner. On peut se tourner, même si c'est parfois un peu cher, vers des coachs payants qui vous proposent de vous aider à l'orientation. Mais je crois que même sans aller jusque-là, à ces formes-là, on peut tout à fait être conscient, c'est un peu d'ailleurs le schéma du petit croquis que j'ai posé, c'est on peut tout à fait se former soi-même, c'est-à-dire qu'on va trouver, on va regarder un peu ce qui existe, il existe un tas de diffusions. Donc c'est pas un problème d'être compétent ou pas, il y a des professionnels qui peuvent aider les parents et on peut avoir recours à eux. Et accompagner l'enfant, c'est aussi de lui dire, ben écoute, je sais pas, je vais chercher avec toi. Alors pour préciser peut-être la question qui nous est posée, les parents ont un peu peur en fait, du mimétisme, de Oui. Mon fils fait parce que je fais, Je ou j'ai envie qu'il fasse parce que je fais. Ouais. Bon, faut trouver le juste milieu là, entre le fait de faire plaisir aux parents, qui est encore quelque chose que peuvent avoir les enfants, et de prendre de l'autonomie. Bon, je ne sais pas si j'ai les réponses à toute cette question-là. Une question encore plus difficile, peut-être encore plus philosophique. Vous avez dit qu'il fallait laisser rêver les enfants, qu'ils étaient une personne à part entière. Mais est-ce que les laisser rêver n'est pas les laisser tomber dans l'utopie? Donc de se tromper. Bon, eh bien c'est très bien. Donc deuxième question et deuxième commentaire qui nous est fait sur non, j'explique pourquoi c'est très bien. Hein. C'est-à-dire que souvent on va prendre se tromper comme un échec. Et si on changeait un peu le regard, c'est-à-dire si se tromper, c'est la manière d'avancer. Oh, alors je comprends bien, parce que je suis passé par là comme parent, avec des enfants qui ont fait des choix que je redoutais. Et à chaque fois, la possibilité de reprendre, c'est-à-dire qu'on voit comment l'enfant se reconstruit dans l'échec. Bon, mais je fais confiance après à ce qu'ils sont capables de faire. Et en multipliant ça, je vois plein de parents qui s'inquiétaient énormément de cette situation-là, bien sûr. Il s'est trompé. Bon, c'est comme ça qu'il a grandi. Et justement, c'était le complément de la personne qui nous posait la question, de dire, au final, un échec, c'est pas si grave que ça, peut-être. Qu'est-ce qu'une année perdue? Qu'est-ce qu'une année perdue sur une carrière? Qu'est-ce qu'une année perdue? Ils vont sortir de l'année de terminale, ils auront quoi? 18 ans? Allez, 17 pour certains d'entre eux. Bon, ils ont fait une première année, ils se sont trompés, ils vont recommencer. Quand on voit aujourd'hui que l'entrée dans la vie active, définitive, c'est plutôt vers 30 ans, ça leur laisse un peu de marge. Avant de laisser place aux outils qui sont très très attendus, hein, vous êtes attendus sur cette dernière partie, vous avez a priori un peu provoqué sur il y a peu d'orientation sans échec, ça a suscité pas mal de questions, pas mal de retours qui nous disent oh, mais la réalité est tout autre et on entend souvent dire que si un élève veut se réorienter, ben, c'est très difficile, il ne peut pas y arriver, il va recommencer à zéro, donc en fait c'est assez anxiogène aussi. C'est anxiogène, mais justement l'éducation nationale et aussi la formation professionnelle a pris le relais. C'est-à-dire qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui des possibilités. Alors mettons, si on prend l'éducation nationale, d'abord il y a des passerelles, on va en voir justement après, ne serait-ce que pour le lycée, il y a de plus en plus de passerelles entre un secteur et un autre. Donc un échec peut être récupéré par une passerelle différente. D'ailleurs, les schémas que j'ai présentés avant, si je reviens bien sur ces schémas, un schéma comme ça, c'est effectivement montrer qu'il peut y avoir différentes passerelles. Par exemple, j'ai échoué à vouloir rentrer dans une filière d'enseignement général, je vais passer par une filière technologique ou par une voie professionnelle et je pourrais atteindre quand même l'objectif qui est le mien. Donc ça, il y a de plus en plus de possibilités. Et puis la deuxième, même après la formation initiale, quand je rentre dans la formation professionnelle, on voit des gens qui passent par une formation professionnelle et par cette formation professionnelle, on va pouvoir récupérer en fait des choses auxquelles on n'avait pas pensé initialement ou des métiers. Donc en fait, il y a cette idée que le droit à l'erreur est de plus en plus fréquemment admis. Donc c'est une transformation de l'éducation nationale et des formations post-universitaires. On ouvre la dernière partie de cette conférence, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est ensemble, donc il va falloir tenir la quinzaine de minutes qui nous est impartie parce qu'on a beaucoup de questions sur cette partie. Ce sont les outils, partie tant attendue par les parents, quels sont les outils à notre disposition pour aider et accompagner nos jeunes? D'accord. Alors, première chose, déjà de voir un peu comment l'orientation se construit dans la réforme actuelle. Alors vous voyez que dans ce petit schéma que j'ai affiché, vous avez en fait des moments d'orientation qui sont importants. Donc en fait c'est la fin de la troisième, pour être simple. Il y a peut-être une petite, on peut aussi faire des choix en fin de quatrième, mais c'est plutôt fin de troisième. Fin de troisième, fin de seconde, fin de première, fin de terminale. Donc en fait à chaque moment il y a des possibilités d'orientation. Fin de troisième, il faut choisir d'aller dans l'enseignement professionnel ou dans l'enseignement général. Fin de seconde, choisir des enseignements de spécialité ou un enseignement technologique. Fin de première, abandonner un des enseignements de spécialité qu'on avait choisi. Mais ce que vous voyez aussi dans le schéma, c'est toutes les passerelles.
c'est-à-dire des possibilités de passer d'une filière à l'autre. Et ces passerelles-là, justement, sont là pour enregistrer cette possibilité qu'ont les élèves aujourd'hui de changer. Donc déjà, le premier outil, c'est de repérer pour les parents à quel moment il y a des enjeux, tout en sachant qu'ils ne sont jamais complètement fermés. C'est-à-dire que vous pourriez toujours, un jeune peut toujours basculer d'une situation à une autre. Donc par exemple, un jeune qui aurait fait une seconde professionnelle pourrait tout à fait reprendre une première technologique. Ah, bien sûr, ce n'est pas le jeune moyen, c'est le jeune qui aura plutôt de très bons résultats en seconde professionnelle. Mais il a pu avoir des difficultés en troisième, finalement se réaliser en bac professionnel pour rebasculer dans un enseignement technologique. Bon, une passerelle. Je peux avoir un élève qui a fait un diplôme court, comme un CAP, et qui revient sur une formation d'excellence qui serait en voie professionnelle. Je peux avoir un élève qui a choisi une filière technologique, mais qui finalement repassera dans une filière d'enseignement général parce qu'il aura des résultats particulièrement bons. Donc, premier élément, premier outil que vous avez, c'est justement l'organisation de cette orientation dans l'enseignement secondaire entre la seconde et la terminale. Donc, il y a des possibilités de choix assez importants. Donc, comment vous allez les aider, eux, à développer des stratégies qui vous permettent de les accompagner. Pour un enfant qui ne sait pas par où commencer, voilà, un enfant qui se pose des questions mais qui ne sait pas par où commencer, vous pouvez travailler avec lui sur 4 questions. La première, essayer de se définir lui-même. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais on peut discuter avec lui. Comment vous le voyez? Comment le voient ses amis? Comment le voient ses oncles et ses tantes? Comment le voient peut-être les enseignants? Et à partir de ces questions-là, déjà construire une meilleure vision de ce qu'il est. Deuxièmement, quel rêve a-t-il? Quand même les formuler, les dire, et pouvoir discuter sur ça. Quels sont ses centres d'intérêt? En fait, est-ce que les rêves qu'il a correspondent aux centres d'intérêt qu'il a? Oui ou non, on va essayer de travailler sur cette question-là. Et puis, comment le situer? C'est-à-dire qu'à un moment, passer par ce qu'on appelle un principe de réalité. Voilà, l'élève a un rêve, et on va confronter son rêve à ses résultats scolaires, bien entendu, dans les différentes disciplines, peut-être aussi à ses compétences extérieures. Qu'est-ce qu'il fait en dehors? Il est capable de quoi? Parce que vous avez des enfants qui sont peut-être en difficulté à l'école, mais parfaitement épanouis en dehors. Je ne parle pas seulement en sport, mais je peux parler aussi dans la vie quotidienne. Je peux par exemple avoir un enfant fermé à l'école et très sociable à l'extérieur. Et donc en fait, l'école ne voit qu'une partie de ce qu'est un jeune. À vous de travailler avec lui sur ce qu'il est dans sa globalité, pas seulement comme élève, mais comme enfant. Donc, en cumulant les 4, on peut déjà essayer de réfléchir à partir de là, pour que l'enfant puisse mieux structurer ce qui va lui être un point de départ dans ses choix. C'est la première étape. Deuxième possibilité, deuxième outil. Pour un enfant qui ne sait pas quelle voie choisir, par exemple. Un enfant ne sait pas, il a du mal, on va lui poser 4 questions. Donc, première question, notamment en post-baccalauréat, c'est un peu moins vrai dans les orientations en lycée, mais un peu après, je ne sais pas exactement vers quoi me diriger. On peut travailler dès la fin de la seconde sur cette question-là, dire, voilà, est-ce que tu as une idée de filière, ou de centre d'intérêt, ou de domaine qui t'intéresse? Ça peut être un point de départ, on va le noter. Est-ce que tu préférerais être mobile, c'est-à-dire rester près de la maison, ou immobile? Alors là, je vous donne tout de suite la réponse. S'ils sont en seconde, ils veulent rester à la maison. Par contre, s'ils sont en terminale, ils sont très sensibles à l'immobilité, à la mobilité. Donc, à l'idée de s'éloigner un peu de la famille, ça les rebute moins quand ils sont en terminale que quand ils sont en seconde. Mais c'est une vraie question, parce qu'il peut y avoir des formations qui se font loin de chez eux. Et il vaut mieux, parce qu'elles n'existent pas sur place. Donc, il vaut mieux qu'ils le sachent assez tôt. Troisième question, est-ce que tu veux faire des formations courtes ou des formations longues? Alors, formation courte ou formation longue, ça avait encore un sens il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est en train de changer, c'est-à-dire que le sens de cette question change. Ce qu'on appelle aujourd'hui une formation courte, c'est la plupart du temps un bac plus 3. Donc, et une formation longue, c'est bac plus 5 ou plus. Et c'est intéressant de voir avec lui, parce qu'à partir de la formation courte ou longue, je n'ai pas tout à fait les mêmes possibilités de choix. Et je peux démarrer comme ça, c'est-à-dire j'ai un élève qui ne sait pas exactement quel enseignement de spécialité il va faire. Mais on va réfléchir avec lui sur le domaine. Tu t'intéresses à quoi? Est-ce que tu veux que ça soit près de la maison ou pas? Est-ce que tu veux une formation courte ou une formation longue? Est-ce que tu préfères être autonome ou encadré? Autonome, c'est l'université, en gros les formations universitaires, ils se débrouillent tout seuls. Encadré, c'est des formations plus contraignantes, type
classes préparatoires grande école, DUT, IUT. À partir de ce moment-là, je vais trouver quelles sont éventuellement les filières qui pourraient suivre, et à partir de ces filières, déterminer quels seraient les enseignements de spécialité les plus adaptés. C'est-à-dire, je remonte de l'autre côté, je pars de l'amont pour remonter, pardon, je pars de l'aval, excusez-moi, pour remonter vers l'amont, et pour découvrir quels enseignements de spécialité conviendront. Voilà, ça c'est un second outil. L'autre outil que vous pouvez utiliser, bien entendu, c'est les innovations techniques, et notamment numériques, qui existent, qui vous permettent de trouver de l'information. Alors on a quoi? L'outil principal que vous devez utiliser, c'est l'ONICEP. C'est quand même le service public de l'orientation. Il est gratuit, il est complet, exhaustif, et toujours à jour, et certifié. Parce que vous avez, si vous tapez sur Google n'importe quelle information en disant voilà, je cherche une réponse à l'orientation, vous allez tomber sur Studirama, vous allez tomber sur l'étudiant, c'est des organismes intéressants qui ont des choses à proposer, mais ce n'est pas l'ONICEP. L'ONICEP, c'est complet. Mais c'est un peu son défaut, quand il est complet, il est complexe. Donc il faut apprendre un peu à l'utiliser, mais le point essentiel, vous avez une question à poser, recherche libre. Je rentre un mot, et je vais avoir des réponses, souvent des fiches très complètes. On peut trouver les établissements, on trouve les numéros de téléphone, on trouve les conditions de recrutement, on trouve les spécialités. Bon, c'est un outil fondamental. Vous avez d'autres ressources, vous avez des jeux pour les élèves, vous avez des quiz pour leur permettre de se poser des questions sur leur personnalité. Vous trouvez des exemples vidéo de métiers, s'ils se posent des questions sur les métiers, il y a ONICEP TV. S'ils ont une question plus précise, ils passent toujours sur ONICEP par monorientationenligne.com. C'est l'ONICEP. Ils posent une question à l'ONICEP et ils ont une réponse, soit sous forme de chat, soit sous forme de SMS, soit sous forme de mail. Donc l'ONICEP, c'est vraiment la base de travail pour les aider à trouver de l'information. Ça demande d'y passer un peu de temps. C'est sûr que si on veut l'information tout de suite, ça va être un peu compliqué, vous n'allez pas la trouver comme ça. Mais en prenant du temps, en les accompagnant justement pour découvrir le site, on peut trouver. D'autres outils. 3 cas peuvent se présenter d'un élève, par exemple, de seconde. À propos, puisque c'est une des questions qui va venir. Un élève de seconde, il sait la formation qu'il voudrait suivre, mais il ne sait pas quels sont les enseignements de spécialité qui permettent de mieux l'atteindre. Alors, je vais vous proposer un outil, c'est le site L'étudiant. J'y reviendrai après. Deuxième cas, vous avez un élève de seconde, lui c'est l'inverse. Il a déjà choisi ses enseignements de spécialité, mais il ne sait pas vers quelle formation ça va lui permettre d'aller. Il va utiliser un autre outil qui s'appelle Horizon 2021, qu'on verra après. Et puis troisième cas, vous avez un élève de seconde, ou même de première ou de terminale, qui ne sait pas ce que l'on attend de lui dans le post-bac. Il va utiliser Parcoursup. Donc en fait, on a 3 outils, tous en libre accès, et qui vous permettent de répondre à la question. Je prends le premier. Voilà, j'ai un élève, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, parce que c'est un peu petit, mais je n'ai pas réussi à faire plus gros que ça. L'étudiant. J'ai un élève donc qui sait quelle formation il veut suivre, mais il ne sait pas quels enseignements de spécialité prendre. Eh bien, par exemple, j'ai mis ici, c'est un exemple évidemment parmi d'autres, j'ai fait rentrer Institut d'études politiques. On voit les deux types de spécialités qui sont plutôt conseillées, c'est histoire, géographie, géopolitique, par exemple, et en toute autre spécialité. Donc, cette spécialité en premier, puis toute autre spécialité, et l'option droit et grands enjeux du monde contemporain en 2. Fortement conseillé. J'ai déjà une réponse. Deuxième cas, j'ai un élève qui voudrait faire école vétérinaire, mais il ne sait pas quels enseignements de spécialité. Eh bien, le site de l'étudiant lui dit, voilà, vous pourriez indispensable choisir sciences de la vie et de la terre ou biologie, écologie en enseignement de spécialité fin de seconde, mais éventuellement, vous pouvez prendre aussi, très recommandé, mathématiques, physique, chimie et option maths complémentaires. Donc en fait, j'ai déjà une réponse possible. Alors je ne dis pas que c'est absolu, mais c'est quelque chose qui vous permet un peu de discuter déjà de ce qui est possible. Troisième cas, un élève qui voudrait faire une école d'ingénieur post-baccalauréat, c'est-à-dire il ne veut pas passer par une classe préparatoire grande école, il va passer par une école d'ingénieur qui recrute en post-bac. Plusieurs possibilités, fortement indispensables, les mathématiques ou la physique, peut-être même les deux ensemble, mais ça peut être l'un ou l'autre. Très recommandé, les sciences de la vie et de la terre ou l'option maths complémentaire. Peut-être recommandé les sciences du numérique, les sciences de l'ingénieur ou l'option maths expert. Mais vous voyez que du coup, le site vous donne la possibilité pour un jeune qui sait quelle formation l'intéresse, quels enseignements de spécialité sont les plus adaptés. Donc ça, c'est un premier outil intéressant pour ce genre de questions. Deuxième question, c'est l'inverse. C'est un jeune qui sait
les enseignements de spécialité qu'il veut choisir, mais il ne sait pas où ça mène. Donc le ministère a mis à disposition un site accessible qui s'appelle Horizon 2021, et sur ce site, vous avez donc une entrée seconde générale et technologie. Ça donne ceci, voilà un élève qui a choisi 3 enseignements de spécialité, et il veut savoir ce que ça donne. De l'autre côté, vous voyez que sur la première colonne, il a choisi histoire-géographie, mathématiques, physique-chimie. De l'autre côté, ça lui indique, en fonction de la longueur de l'histogramme, ça lui indique exactement quelles sont les formations les plus adaptées. Vous voyez qu'en gros, il peut faire à peu près toutes les formations post-baccalauréat qui existent. Elles sont à peu près toutes adaptées. Peut-être que celle qui est le plus adaptée à ce système, ça serait sciences et technologies, ingénierie, mathématiques. S'il ne sait pas ce que c'est, il clique sur plus. En cliquant sur plus, il a un descriptif de ce qu'est la formation. Donc en fait, c'est un outil excessivement intéressant, très puissant, qui permet de répondre à beaucoup de questions. Et vous retrouvez exactement le même mécanisme pour la classe de première, quand il aura à sélectionner plus que 2 enseignements de spécialité sur les 3, et ça lui indiquera lesquels sont les plus adaptés pour sa réponse. Donc voilà, un deuxième outil, mais ça qui répond à une autre question. Je sais quels sont mes enseignements de spécialité, mais je ne sais pas à quoi ils mènent. Troisième outil, vous avez un élève qui sait à peu près ce qu'il veut faire, mais il ne sait pas ce que l'on attend de lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on recherche exactement dans cette formation. Alors, vous pouvez aller voir, Parcoursup, c'est ouvert. Enfin, là, j'ai ouvert celui lundi ou mardi, je ne sais plus à quel moment j'ai ouvert celui-là. Donc, c'est déjà ouvert. On ne peut pas s'inscrire sur Parcoursup, ce n'est pas le moment, mais on peut aller chercher de l'information. Et notamment, un indicateur, c'est ce qui est indiqué, comme vous voyez là, c'est la page d'accueil. Vous avez un petit onglet qui s'intitule « Les formations ». En cliquant sur l'onglet « Les formations », vous allez trouver en fait toutes les formations possibles en France. Il suffit de rentrer, je ne sais pas, vous rentrez licence en droit. Vous rentrez licence en droit, ça va afficher toutes les licences en droit en France. Vous avez une carte qui s'affiche sur le côté droit de l'écran. Vous choisissez l'endroit où il veut le faire. Ça va vous indiquer toutes les licences qui existent à côté de chez vous. Vous cliquez sur une des formations et ça vous indiquera ce qu'on appelle les attentes des formations, c'est-à-dire en gros sur quels critères sont sélectionnés les élèves. Si on fait ce travail-là avec un élève de seconde assez rapidement, il va pouvoir découvrir que pour tel type de formation, il y a telles attentes. Et donc finalement, sur quoi il doit mettre l'accent, lui, pour adapter ses résultats aux attentes de l'enseignement supérieur. Et donc par exemple, si on dira qu'en droit, en gros, il n'y a pas de véritable exigence, parce que le droit prendrait à peu près des élèves qui viennent de toutes les spécialités, même s'il privilégie des élèves qui viennent plutôt de histoire, géographie, sciences économiques et sociales, mais ils sont ouverts à peu près à toutes les possibilités. C'est peut-être un peu moins vrai si vous voulez faire une formation autour de la technique. On va demander plutôt qu'ils fassent un peu de physique ou un peu de mathématiques. Mais ça, c'est la formation elle-même qui indique ses attentes à elle. Et comme ce sont des informations qui sont remises à jour chaque année pour les nouveaux élèves, alors là, ce que vous avez ouvert en ce moment, c'est les informations de l'an dernier. Il faudra attendre le mois de janvier de 2021 pour avoir les exigences ou les attentes des formations pour l'année 2021. Donc elles se seront probablement réajustées par rapport à l'an dernier, puisque maintenant c'est la première année que les établissements d'enseignement supérieur vont voir arriver des élèves qui ont suivi des enseignements de spécialité, donc ils ont réadapté leurs exigences. Voilà, donc ça c'est un outil très puissant, très intéressant d'information. Il est très facile d'accès, il est très intuitif, donc ça ne pose pas de problème particulier, et ça permet de résoudre pas mal de difficultés, puisque vous avez aussi le nombre de candidatures qui sont déposées, le type de sélection qui sont appliquées, enfin, avec des informations très pratiques, très concrètes. On vous renvoie sur des MOOC d'information, enfin, il y a beaucoup de choses très positives. Voilà. Donc, si je veux conclure maintenant, parce que voilà, on a un peu dépassé le temps, donc si je veux conclure, avec un discours un peu positif quand même, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit, que même s'il y a des difficultés, quelque chose il faut garder cette idée en tête qu'il faut être plutôt optimiste. Ça ne doit pas être l'orientation quelque chose d'anxiogène, même s'il y aurait des raisons de l'être. Mais au contraire, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus facile. Pour quelles raisons? L'évolution de l'enseignement supérieur, avec beaucoup plus de passerelles, beaucoup plus de places et de nouveaux diplômes. Donc vous avez des élèves qui peuvent entrer. Je prends un dernier exemple, c'est de cette année. Vous avez les écoles vétérinaires qui jusqu'alors recrutaient, après une classe préparatoire grande école, qui par exception, enfin pas par exception, par nouveauté cette année, recruteront des élèves dès la sortie du baccalauréat. Attention, les meilleurs dossiers, mais quand même dès la sortie du baccalauréat.
Donc c'est une innovation. L'élève n'a pas besoin de faire une classe préparatoire à grande école pour être recruté. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être un élève brillant dès la classe de terminale, il peut rentrer. Donc c'est une opportunité pour eux et c'est de plus en plus le cas. Deuxième raison d'être optimiste, les grandes écoles ainsi que certaines voies qui étaient fermées s'ouvrent davantage. Vous aviez médecine qui était fermée, qui vient de s'ouvrir. Les écoles de notariat qui s'ouvrent. Et sciences politiques qui ouvrent. Sciences politiques Paris qui ouvre de manière originale des types de sélection complètement nouveaux que l'on ne connaissait pas jusqu'alors. Troisième raison, les voies de l'alternance qui se généralisent avec des entrepreneurs qui sont très favorables à l'alternance et qui demandent à avoir des alternants. Donc l'alternance comme possibilité de faire une voie d'excellence, ça devrait être presque maintenant un réflexe. On devrait réfléchir à ça parce qu'il y a effectivement des écoles d'ingénieurs, des universités, des formations spécialisées qui recrutent par l'alternance avec beaucoup de possibilités. 90% des élèves qui sortent une voie en alternance trouvent leur premier emploi. Donc c'est eux qui ont le plus fort taux d'intégration dans l'emploi. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et dernière raison d'être optimiste, les voies professionnelles deviennent des voies de réussite. Puisqu'il y a deux filières possibles en professionnel. Une voie où l'on rentre dans le secteur professionnel pour faire tout de suite un métier, ou une voie où l'on va chercher une formation supérieure derrière. Donc c'est quand même positif. Reste une petite précaution, les études, ça reste la voie principale d'accès à l'émancipation. Donc c'est important de le dire aux jeunes. Et voilà, pas d'études, pas de diplôme, généralement on n'a pas un travail qui vous permette d'être complètement libre. Voilà, on va avoir un travail un peu difficile, donc il vaut peut-être mieux chercher quelque chose de positif. Enfin, dernier point, comment bien les accompagner? 1. Avoir confiance en eux. 2. Les mettre en situation de découvrir et de chercher, c'est là où vous les accompagnez. 3. Vous leur donnez du temps, ils ne peuvent pas choisir maintenant, ils attendent un peu, eh bien on va attendre. Et puis il y a des moments où il faudra faire des choix, mais on va pouvoir les accompagner là. Et 4, j'insiste beaucoup, laissez-les rêver, ne les enfermez pas trop. Voilà, merci, et puis je vous souhaite bon courage pour cette année qui arrive. Rassurez-vous, ils feront leur chemin. Merci Pierre Monfray, on avait promis de répondre à quelques cas particuliers, on va quand même prendre les quelques minutes de direct qui nous restent. Ma fille veut travailler dans l'immobilier, quel BTS doit-elle choisir? Alors il y a des BTS immobiliers, elle peut faire un BTS immobilier, elle peut travailler en faisant une formation universitaire. Dans le cadre de la formation de droit, il existe des possibilités qu'on appelle des ICH, l'Institut de construction et de l'habitat, qui dépendent du Conservatoire national des arts et métiers. C'est des formations complémentaires qui lui donnent des diplômes, qui lui permettent d'accéder au métier d'agent immobilier. La question est encore plus précise, est-ce qu'un BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client, ou MCO, peut permettre de travailler dans l'immobilier? A priori, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. C'est sûr que peut-être qu'il y a certains métiers de l'immobilier qui demandent des spécialisations. Par exemple, la promotion immobilière, c'est une spécialisation particulière. Mais si c'est la vente immobilière, je pense qu'un élève qui a travaillé déjà dans la vente, qui a une formation de commercial, ça ne devrait pas être complètement interdit. D'ailleurs, elle peut faire son stage dans l'immobilier. Voilà. Vous avez justement commencé à y répondre sur l'alternance. Mon fils veut se diriger vers des études en alternance. N'est-ce pas périlleux dans cette période de crise? Ah non, non. D'abord, s'il trouve son alternance, c'est déjà très bien. Donc, ce serait formidable. Mais s'il a la possibilité de faire une formation en alternance, si ça lui convient, parce qu'attention, les formations en alternance, ça fait rêver les élèves, parce que c'est super, on est payé, etc. Deux contraintes. 1, je travaille et je fais des études, et donc c'est beaucoup plus de temps qu'un étudiant normal. 2, c'est difficile, et c'est les mêmes épreuves et les mêmes contraintes. Donc, faire attention à cette contrainte-là, il y a des élèves qui ne supportent pas l'alternance. Quel bac pour garder le plus de choix? Quel bac faire pour garder, quelle filière faire pour garder le plus de portes ouvertes lorsque l'on ne sait pas en fin de troisième ou en début de seconde? Alors, ça c'est peut-être un parent Oui, qui n'a pas encore intégré les modifications en spécialité. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de filière. Et justement, c'est ça qui est une nouveauté. C'est-à-dire que maintenant, les élèves peuvent choisir des enseignements de spécialité qui, a priori, ne sont pas déterminants pour le post-bac. Et donc, je prends deux exemples. Les universités de médecine, qui auparavant recrutaient essentiellement des jeunes à partir des filières scientifiques, maintenant peuvent recruter des jeunes qui ont fait des filières autres, c'est-à-dire des jeunes qui ont pris des spécialités plutôt sciences humaines, qui ont la possibilité, en tout cas pour Montpellier c'est en test cette année et ça va y arriver, par exemple qui ont fait une formation de sociologue avec une mineure médecine, ils font leur première année, ils réussissent la première année, comme ils ont fait la mineure médecine, ils peuvent prétendre rentrer en deuxième année en formation médicale.
Donc c'est des innovations, donc il y a un élargissement qui se fait. Et l'autre raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que justement, quand on cherche aujourd'hui, dans les attendus des formations universitaires, quelles sont les contraintes en gros de discipline, c'est plus difficile d'en trouver des précises. C'est-à-dire qu'on va trouver, oui, il peut venir de là, mais en fait il peut avoir tel enseignement de spécialité, mais il peut aussi avoir tel autre enseignement de spécialité. Donc petit à petit, les choses vont s'ajuster pour permettre de faire des recrutements plus larges, avec des jeunes qui ont des compétences plus larges et des intelligences plus larges. Tout le monde n'a pas la même intelligence, elle n'est pas toujours rationnelle. Il y a d'autres formes d'intelligence et les établissements supérieurs veulent tenir compte de cette diversité. Un autre cas particulier, ma fille veut faire un bac ST2S pour devenir auxiliaire puéricultrice. Est-ce qu'il existe des passerelles si elle se rend compte que ça ne lui plaît pas? Un bac ST2S. Il faut on vous avez prévenu, c'est des cas particuliers. Oui. Hein. Alors là, il faut y réfléchir. Des passerelles pour faire quoi? Si ça ne lui plaît pas, pour aller, pour aller vers autre chose. Oui, parce qu'en fait, les bacs ST, on revient sur la notion ce sont... de se tromper, de droit. Oui, bien sûr. Un bac ST, c'est un bac. Donc ça lui donne tout à fait la possibilité de s'inscrire dans n'importe quelle formation de l'enseignement supérieur. N'importe quelle formation. Elle peut s'inscrire dans une... Alors ST2S, il n'y aura pas de classe préparatoire grande école, mais elle peut s'inscrire par exemple dans un IRTS, un Institut Régional du Travail Social, pour faire autre chose, qui serait lié d'ailleurs pas très loin avec les enfants. Elle pourrait s'occuper des enfants comme éducateur spécialisé. Elle peut le faire avec un bac ST2S. Non, un bac, quel qu'il soit, ça vous ouvre l'enseignement supérieur. Alors certes, il y en a certains qui mettent des petites contraintes, mais voilà, il vaut mieux le savoir un peu avant. Dernier cas particulier pour finir sur un petit clin d'œil et un sourire, vous avez parlé du clown en début de conférence, des études de clown plus difficiles et plus restrictives à l'entrée que celles de Polytechnique. C'est une provocation. Une question d'une maman, mon fils veut travailler dans un zoo, quelle étude doit-il faire? Compliqué. Alors là, il faut aller voir un conseiller d'orientation. Ça, c'est difficile, ça m'est déjà arrivé. Pour faire quoi dans un zoo? Si c'est vétérinaire, c'est des études vétérinaires. Si c'est soigneur animalier, il existe quelques formations très spécialisées, donc dans des endroits un peu perdus. Je sais qu'il en existe une à Arles, je peux au moins vous parler de celle-là. Il existe une à Arles dans un établissement spécialisé qui effectivement propose, je ne sais plus ce que c'est comme diplôme, c'est un diplôme professionnel, donc de soigneur animalier, mais voilà, c'est rare. Incroyable, Pierre Monfray qui mène sur... Merci à vous. En conclusion, on retiendra donc que l'orientation est bien une compétence à acquérir par les élèves, une compétence qui amène chacun à s'interroger sur son but et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre. Elle repose d'abord sur une bonne connaissance de soi pour pouvoir mettre en lien sa personnalité, ses goûts, son tempérament, ses capacités avec l'offre de formation et les domaines professionnels. On retiendra aussi que s'orienter c'est difficile, cela suppose d'avoir confiance en soi, une confiance qui pourra amener le jeune à oser prendre des risques, celui peut-être de faire des choix justement. En ce sens, le rôle des adultes, des parents et des enseignants est important. Il est d'accompagner le jeune dans cette démarche. L'accompagnement doit laisser la place à l'autonomie pour permettre de gagner en confiance. Accompagner, c'est aider à construire une estime de soi qui est indispensable pour gagner en confiance et ainsi réussir son orientation. Accompagner, c'est aussi aider à construire une motivation. Il importe donc de mettre en œuvre une stratégie d'accompagnement, d'accepter l'échec, de laisser rêver son enfant aussi et d'exiger de l'information, un feedback, un retour, un échange. L'orientation est complexe car l'offre et les parcours de formation évoluent au rythme des réformes, mais aussi car l'environnement professionnel est lui-même instable, particulièrement en ce moment. Des outils et des ressources sont mis à votre disposition. Le PowerPoint de Pierre Monfray sera mis à votre disposition. Vous avez de nombreux sites internet, des applications. Nous organisons aussi des rencontres,